Économie le Max sur i24 News. Soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, comment se faire réélire sur sa politique économique alors même que les indicateurs dans ce domaine restent mauvais. Demandez à Shinzo Abe, malgré la récession dans laquelle est entré Tokyo, son triomphe hier aux législatives prouve que les Japonais croient toujours en sa stratégie. Analyse d'un paradoxe dans un instant. Et puis peut-on mettre d'accord 195 États sur la manière de lutter contre le réchauffement climatique ? L'ONU tenait ce week-end une conférence au Pérou. Objectif ambitieux, réduire de 40 à 70% les émissions de CO2 d'ici 30 ans. Deux mondes s'opposent, les pays riches et les autres. Le point en détail tout à l'heure. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Avant cela, le point sur l'actualité économique du jour. Et d'abord, ces observations de l'OPEP sur la chute des cours du pétrole. L'organisation qui regroupe 12 grands pays producteurs estime que c'est la spéculation qui explique le fait que le baril a perdu près de la moitié de sa valeur depuis la mi-juin. Pour elle, les fondamentaux du marché, offre et demande, ne justifient pas un tel effondrement des cours. L'OPEP rappelle que son plafond de production n'a pas changé depuis 10 ans, 30 millions de barils par jour. En revanche, l'essor du pétrole de schiste en Amérique participe, selon lui, d'une surabondance de l'offre. Ces 4 dernières années, le baril de pétrole a dépassé les $100. Les États du Golfe ont profité de cette hausse en sécurisant des larges réserves, ce qui va les aider à faire face aux circonstances difficiles qui pourraient avoir lieu en 2015. Ces prix faibles ne vont pas affaiblir l'investissement dans de nouveaux projets pétroliers. Après un certain temps, la réserve sur le marché va se réduire, ce qui va entraîner une forte hausse des prix. Un propos tenu à Dubaï en marge de la conférence Arab Strategy Forum. Et pendant ce temps, à Cuba, les pays membres de l'ALBA discutaient de l'avenir de la coopération économique en Amérique latine. L'ALBA, l'Alliance bolivarienne, fondée il y a 10 ans par Fidel Castro et Hugo Chavez, et elle veut proposer une alternative au projet de zone de libre-échange des Amériques promu par Washington. L'accent a été mis cette année sur l'unité, la solidarité pour mener à bien de vastes projets sociaux. Nos pays ne sont pas interventionnistes, mais intégrationnistes dans la solidarité. Nous sommes des pays complémentaires, pas concurrents. Nous sommes au service de nos peuples. Notre alliance est une véritable alternative au modèle économique et social hégémonique, qui se noie aujourd'hui dans une crise évidente. Et à cette occasion, le président vénézuélien Nicolás Maduro a réaffirmé l'engagement de son pays à fournir du pétrole à bas prix à ses voisins des Caraïbes, malgré la chute des cours qui met en péril, on sait, son économie. Un programme nommé Petro-Caribé. Petro-Caribé doit être renforcé et élargi. Il doit passer d'un accord énergétique à un grand accord économique productif qui intègre une vaste région. En Égypte, on s'inquiète de l'impact économique des récentes fermetures d'ambassades au Caire, celles du Canada et du Royaume-Uni, en raison, on le sait, de menaces sécuritaires. Des décisions qui surviennent à une période de l'année où le secteur du tourisme est censé faire le plein. Le tourisme, mais pas seulement. Écoutez. Outre le tourisme, il y aura un impact sur les investissements étrangers directs ou indirects. L'impact sur les indirects sera rapide. Les investissements étrangers sur le marché boursier égyptien diminueront fortement dès cette semaine et la semaine prochaine, avec sans doute une baisse de l'indice boursier et une diminution des transactions. En bref, le rouble poursuit sa dégringolade. Nouveau record de faiblesse pour la monnaie russe ce lundi à 58,8 pour $1, 73,23 pour €. Les interventions répétées de la Banque centrale n'y ont rien fait. Hausse du taux directeur à 10,5% et près de 6 milliards de dollars dépensés depuis le début du mois pour soutenir le rouble. Et aucun effet puisque la devise russe a déjà perdu 44% de sa valeur face au billet vert cette année. L'inflation, elle, se rapproche des 10%. Et puis à l'ouest de l'Europe, grève générale ce lundi en Belgique en protestation contre les récentes mesures d'austérité. En France, on signalera cette opération escargot des chauffeurs de taxi pour dénoncer la concurrence de l'américain Uber, géant du véhicule de tourisme avec chauffeur. Près d'une centaine de taxis convergeaient ce matin vers Paris depuis Orly et Roissy pour entraver la circulation. Faible participation pour un mouvement non soutenu par les principaux syndicats. Là, aujourd'hui, c'était juste histoire de marquer le coup, de faire comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça que je vous dis, plus tard, il va y avoir une manifestation beaucoup plus importante. Où là, et si d'ici là, le gouvernement ne nous a pas écoutés. Et on ne va pas attendre de voir le 1er janvier 2015 si effectivement ils ont réglé le problème. Moi, j'y crois pas.
Il présente sa stratégie comme la seule voie pour relancer la croissance nippone, sortir de 15 années de déflation. Et malgré 2 ans au pouvoir sans grand résultat, Shinzo Abe a remporté haut la main dimanche les législatives anticipées. Un scrutin qu'il a voulu pour être certain que l'opinion approuve ses Abenomics. Un plan volontaire mais risqué. Est-ce l'une des dernières chances pour éviter le déclin de la 3e économie mondiale? D'abord les faits avec Johanna Citruc. Ensemble, ils ont remporté une large majorité. Plus de 2/3 des 475 sièges que compte l'Assemblée japonaise. 291 représentants pour le Parti libéral-démocrate du Premier ministre Shinzo Abe et 35 pour son partenaire, le nouveau Komeito. Une victoire vue par le chef du gouvernement comme un consentement des citoyens pour poursuivre ses politiques économiques, les Abenomics. Les Abenomics ne sont qu'à mi-chemin. Mais je crois que nous nous sommes déjà éloignés de cette période noire d'il y a 2 ou 3 ans. Je suis conscient qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne ressentent toujours pas les bénéfices de mes politiques. Mais c'est de mon devoir de faire en sorte que ça fonctionne pour eux aussi. Et je crois que c'est le message que cette élection a clairement fait passer. Lancé fin 2012, les Abenomics comportent 3 volets. Une relance budgétaire, une politique monétaire ultra accommodante et des réformes structurelles pour redynamiser le marché du travail. Des mesures dont les résultats se font attendre et qui ne font donc pas l'unanimité au sein de la population japonaise. L'inflation est toujours inférieure à l'objectif de 1,2% fixé par la Banque du Japon pour l'année 2014-2015. Et depuis la hausse de la TVA en avril, la consommation ne cesse de reculer. Ces élections n'ont aucun sens du point de vue des citoyens. C'est une dépense injuste de l'argent des contribuables. Abe ne les a organisées que pour se maintenir plus longtemps au pouvoir. Je veux bien qu'Abe fasse passer la taxe sur la consommation à 10%, tant qu'il prend aussi des mesures pour améliorer l'économie. Et justement, pour limiter l'impact de la prochaine hausse de la TVA sur la consommation, ce lundi, Shinzo Abe a indiqué qu'il allait demander au patronat de faire un geste salarial afin d'augmenter le pouvoir d'achat des Japonais. Le Premier ministre a également promis de se pencher sur un nouveau plan pour stimuler l'activité. Son contenu devrait être dévoilé avant la fin de l'année. De l'espoir encore pour ce Japon vieillissant et à court de solutions. Nous sommes en ligne depuis Paris avec un expert du Japon, Claude Meyer. Bonjour. Bonjour. Docteur en économie à Sciences Po Paris, ancien dirigeant de banque et auteur de Chine ou Japon, quel leader pour l'Asie, paru aux presses de Sciences Po, nouveau débat. Alors on l'a dit, 3 flèches, 3 leviers pour ces Abenomics, assouplissement monétaire, relance budgétaire et puis les réformes structurelles. C'est ce qu'il faut à cette économie japonaise qui court, on le sait, toujours après la croissance et l'inflation. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu ces 3 flèches. La première, relancer la croissance à court terme. Donc, un plan de 80 milliards de dollars en 2013. On a eu effectivement croissance en 2013. La deuxième flèche, c'est mettre fin à la déflation. Et là, on commence à voir quand même certains résultats. Ouais. Le troisième, c'est accroître le potentiel de croissance à moyen terme par des réformes structurelles. Et là, on en est au tout début. Ouais. Alors, sur ce plan économique, c'est grevé le problème de l'endettement du Japon, qui atteint 240% du PIB, et donc la nécessité de diminuer le déficit budgétaire. Et donc la décision d'augmenter la TVA, qui effectivement a eu des effets plus graves qu'on imaginait. On pensait que le deuxième trimestre serait négatif, le troisième l'est également. Mais je pense qu'il faut dire aussi, Abe a eu l'habileté de présenter ça comme une forme de vote de confiance sur les Abenomics. Mais en fait, son but, il ne faut pas oublier que ce sont des élections anticipées, juste après l'entrée du Japon en récession. Son but, il y a d'autres enjeux derrière, à savoir renforcer son pouvoir pour un certain nombre de réformes, ou par exemple, de relancer le secteur nucléaire, de réviser la constitution pacifiste, notamment pour permettre l'action collective en dehors du Japon.
et une loi très contestée sur les secrets d'État. Ouais, alors donc d'autres objectifs, l'économie qui masque peut-être d'autres objectifs comme le nucléaire, vous l'avez dit. On sait que le pouvoir peut maîtriser ses leviers monétaires et budgétaires, mais au final, il n'a pas lui-même de prise sur les salaires, les exportations et la consommation. Vous pensez que ce sera suffisant, ces leviers des Abenomics, au final? Alors là, il faut absolument que les entreprises qui ont largement bénéficié des Abenomics pour l'instant augmentent en effet les salaires, puisque du fait de l'augmentation, enfin l'apparition de l'inflation, les salaires nets ou les revenus nets sont en diminution, n'est-ce pas? Donc effectivement, d'une part, les entreprises doivent augmenter les salaires, d'autre part, les réformes structurelles doivent avancer. Alors les réformes structurelles, c'est quoi? C'est l'agriculture, c'est la santé, mais également deux réformes extrêmement importantes qui portent sur le marché du travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claude Meyer pour ces explications. Allez, second dossier du jour, on va parler du réchauffement climatique et de sa relation avec l'activité économique. Ce week-end, les pays membres de l'ONU se sont mis d'accord sur l'idée qu'ils se mettront d'accord l'an prochain sur les modalités de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Autant dire que ce sommet de Lima n'a peut-être pas servi à grand-chose, même si il a permis de mesurer une fois de plus les divergences entre les grandes puissances et les pays en développement. Anthony Lesme. 195 pays, 2 semaines de débats et un accord à minima obtenu à l'arraché. Pas de contraintes majeures, pas de plan global. Les pays participants sont juste invités à présenter au début de l'année prochaine leurs propres plans nationaux de lutte contre le réchauffement climatique. Reste un objectif, réduire de 40 à 70% les émissions de CO2 d'ici à 2050, une nécessité pour parvenir à limiter à 2 degrés la hausse de la température de la planète. Nous sommes venus ici avec beaucoup d'optimisme. Nous avons eu des annonces des États-Unis et de la Chine. Nous avons eu beaucoup de bonnes annonces de la part des pays d'Amérique latine sur les énergies renouvelables à propos de la protection des forêts. Et aujourd'hui, nous avons tout juste obtenu un texte faible. Et si nous voulons avoir un bon accord mondial, nous avons devant nous une route incroyablement difficile jusqu'à Paris. Un accord définitif devrait être signé pour un sommet mondial de la planète à Paris fin 2015. 6 ans après l'échec de Copenhague, la conférence de Lima a de nouveau confirmé des tensions extrêmement vives entre les pays en développement et les pays industrialisés. Je sais que c'est difficile pour les pays en développement, nous comprenons ça. Mais nous devons nous rappeler qu'aujourd'hui, plus de la moitié des émissions, plus de la moitié viennent des pays en développement. Donc il est impératif qu'ils agissent aussi. Les pays en développement, après une rude bataille, ont obtenu que leur adaptation au changement climatique soit davantage prise en compte dans les négociations. Si nous n'adoptons pas une approche équilibrée, ce sera une injustice faite aux plus pauvres. Ne faisons pas en sorte que ce soit les pauvres qui paient à la place des riches. Pour aider les pays les plus pauvres, un fonds vert a été créé suite à la conférence de Copenhague en 2009. Le Fonds vert pour le climat a fait d'énormes progrès pendant les 12 derniers mois. Comme vous le savez, le fonds a fait beaucoup dans la mobilisation de ses ressources initiales. Nous avons presque atteint l'équivalent de 10,2 milliards de dollars grâce à l'engagement de la part de 27 pays. Aucun progrès n'a en revanche été réalisé pour assurer les pays en développement que la promesse de fournir une aide annuelle de 100 milliards de dollars en 2020 serait tenue. Une question parmi d'autres qui doit se résoudre en 2015. Ouais, un peu de retard, une fois de plus, pour de vraies avancées sur le front du climat. Et on retrouve en liaison avec nous Jonathan Eichenbaum de Greenpeace Israël. Bonjour. Bonjour. D'abord, votre avis sur cette conférence de l'ONU. Difficile de mettre d'accord près de 200 États sur des questions qui impactent directement finalement leurs économies à des niveaux différents. Oui, alors écoutez, finalement, le résultat de Lima était un peu ce à quoi on s'attendait. À chaque fois, chaque année, de nouveaux espoirs. Enfin, les pays vont se mettre d'accord sur des politiques ambitieuses pour le climat. À chaque fois un petit peu plus stressé, chaque pays est un peu plus stressé et souhaite arriver à des résultats plus concrets, mais beaucoup de méfiance entre les pays, beaucoup de méfiance parce qu'un pays qui prendra sur lui des engagements forts en termes de politique climatique et de politique énergétique est un pays qui quelque part renonce vis-à-vis d'autres pays par rapport à sa position économique. Alors il y a des tensions très fortes qui sont entre les pays développés et les pays en voie de développement. Je pense à la Chine et à l'Inde, qui considèrent qu'elles ont droit, comme les pays développés, à avoir aussi leur part dans le développement et donc à émettre des gaz à effet de serre en quantité importante, jusqu'à ce qu'elles se soient développées comme les autres pays. Justement, vous pensez que le timing de ces efforts de réduction des effets de serre va pénaliser la croissance de ces économies en plein essor, hein, vous l'avez dit, qui sont encore fragiles, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique aussi?
Quelque part, je ne pense pas, parce que la Chine, par exemple, est obligée d'arriver à une politique énergétique différente du fait de problèmes de pollution d'air local. Elle souffre énormément de très graves problèmes de pollution de l'air. Et donc, elle va changer aussi sa politique énergétique. Il y a une question de timing qui est une question de différence de quelques années par-ci et par-là. Maintenant, c'est vrai que la question du timing est cruciale parce que si tous les pays se donnent la main et adoptent ensemble des politiques courageuses, on pourra peut-être limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés, mais chaque retard qui est pris là-dedans et chaque échec à parvenir à des accords reportera l'échéance à plus tard et finalement ne permettrait pas d'atteindre cet objectif. Merci beaucoup Jonathan Eichenbaum pour toutes ces précisions. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec notamment la lutte contre la corruption en Chine et le Mexique qui se transforme petit à petit en usine automobile. Restez avec nous, l'information continue.